Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. Le collectif des parents des personnes disparues en mer et dans le désert exprime sa tristesse et son désarroi après la disparition de migrants. Ils disent n'avoir aucune nouvelle de leurs proches depuis le 13 février et restent convaincus qu'ils ne sont pas morts, mais entre les mains de ravisseurs qui d'ailleurs leur demandent des rançons. Ils interpellent les autorités. À Kaffrine, les éleveurs se plaignent d'un manque d'eau pour le cheptel. D'après eux, sur 200 forages disponibles, seuls 4 leur sont réservés, ce qui est insuffisant pour les éleveurs qui disent avoir beaucoup de mal à trouver assez d'eau pour leur bétail. Ils ont fait face à la presse. Et puis le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal va bénéficier d'un financement additionnel de 70 milliards de francs CFA. C'est pour élargir ses activités. L'annonce a été faite après l'évaluation par le comité technique et opérationnel du PACASEN de la première phase du programme qui a été lancé en 2018 et a profité à 128 communes. Le collectif de parents de personnes disparues en mer et dans le désert était en conférence de presse ce matin. C'était pour exprimer sa tristesse et son désarroi face à la disparition de leurs proches. Ils disent n'avoir aucune nouvelle d'eux depuis le 13 février. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs convaincus que ces personnes ne sont pas décédées, mais plutôt entre les mains de ravisseurs. Ils interpellent les autorités. Ils ont fait face à la presse ce matin. Explication à Mamseyna Boubabou. Ils sont nombreux, ces familles, à voir leurs proches disparaître en mer. Cela fait 7 mois qu'elles vivent loin d'eux sans aucune nouvelle. Parmi les membres du collectif Aïssata Ndiaye, le cœur lourd, les yeux larmoyants, elle peine à avoir des nouvelles de son mari, qui a pris la pirogue en Mauritanie. Mon mari est parti depuis le 13 février, laissant derrière lui 2 enfants qui pleurent à longueur de journée, réclamant leur père. Ils tombent souvent malades, je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas à les prendre en charge. Nous voulons vraiment de l'aide. Cette situation les affecte. Ils ne savent pas si leurs proches sont décédés ou vivants. Toutefois, ils gardent une lueur d'espoir à chaque fois qu'ils reçoivent des appels de certains ravisseurs. Nous avons reçu des appels provenant de la Tunisie, mais ils nous disent qu'ils ont déjà discuté avec un Sénégalais qui compte leur payer. C'est pourquoi ils refusent de discuter avec nous. Nous avons insisté, maintenant ils nous demandent de payer des sommes pour qu'on puisse revoir nos proches. Abdoul Cham est parti jusqu'en Mauritanie pour chercher son neveu. Il dénonce les difficiles conditions que vivent les émigrés en prison dans ce pays. C'est incroyable ce qui se passe en Mauritanie. Je n'ai plus envie de voyager d'ailleurs. Je suis de retour dans mon pays. Certes, il y a des personnes qui sont décédées, mais la majeure partie sont enfermées clandestinement dans des prisons. J'ai vu des Sénégalais qui vivent dans des conditions atroces. Il n'y a que l'État qui puisse nous aider. Ils sont très inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. Ces familles demandent à nos autorités de réagir et de rapatrier les Sénégalais qui sont entre le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Et pour aider les jeunes et les femmes porteurs de projets à avoir une meilleure maîtrise de leurs différentes activités, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et le 3FPT, le fonds de formation professionnelle et technique, ont signé une convention de partenariat. 80 millions de francs CFA seront injectés pour accompagner 620 bénéficiaires. Voici à ce propos les explications d'Aïda Mbodj, délégué général de l'ADER. Le projet devrait permettre de créer ou de consolider les initiatives entrepreneuriales dans les secteurs prioritaires. Les emplois directs sont au nombre de 65 000 emplois, près de la moitié pour les femmes. Les emplois indirects sont estimés à environ 100 000.
C'est dans le cadre de cet ambitieux programme que l'ADER a signé des conventions de partenariat avec aussi bien des partenaires techniques et financiers afin d'offrir aux PME, TPME, bénéficiaires un parcours de l'entrepreneur répondant à leurs besoins de croissance et de compétitivité. L'objectif visé est à la fois d'améliorer le profil de l'entrepreneur, relever le degré de maîtrise technique de l'activité des bénéficiaires et d'accompagner à la viabilité et à la pérennisation des entreprises financées par l'ADER. L'ADER-FJ a, dans le cadre du PAVI, formé 12 449 bénéficiaires et appuyé la formalisation de plus de 5 800 unités économiques, que ce soit GI, petites et moyennes entreprises et même toutes petites entreprises, pour un montant global de 2 milliards 750 millions, dont 1 milliard 608 766 285 sur financement BAD et 150 millions sur financement AFD. Ces résultats reflètent surtout un cadre de partenariat dynamique mis en place entre l'ADER-FJ et les structures d'appui technique qui ont valablement contribué à l'atteinte des résultats satisfaisants. Et en ce qui concerne le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, la DRFJ a proposé un avenant à la convention sur les fonds. L'objectif est de poursuivre l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises à fort potentiel de création de valeur et d'emploi dans le secteur de l'industrie et des services, en partenariat stratégique pour le 3FPT, selon le directeur général Bobo Amadou Ba, que nous écoutons. La signature de cet avenant à notre convention initiale sur le projet PAVI témoigne aussi de notre engagement indéfectible à soutenir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes de notre pays en leur offrant des opportunités concrètes pour développer leurs compétences, renforcer leur compétitivité et réaliser pleinement leur potentiel entrepreneurial. Grâce à ce partenariat, plus de 1000 membres de GIE et de jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un renforcement de capacités avec un focus particulier sur la mise en norme en matière de gestion, de commercialisation et d'amélioration des compétences techniques. Ces réalisations témoignent de la pertinence et de l'efficacité de notre collaboration et renforcent notre conviction que la synergie entre les structures de l'État est essentielle pour maximiser l'impact de nos actions sur le terrain, comme préconisé par les plus hautes autorités de notre pays. Alors que la recrudescence des accidents de circulation hante le sommeil des Sénégalais, une nouvelle dynamique semble s'installer au niveau de certaines gares routières. Entre respect des règles de sécurité et souci de confort pour les passagers, les chauffeurs de bus redoublent d'efforts pour offrir ou pour garantir une meilleure sécurité à leurs clients. Aïssa Toukane et Moussa Dia ont fait un tour dans quelques gares. Voici le reportage. Au garage de face, apprentis et chauffeurs s'affairent à ranger les bagages, tandis que les clients, résignés à la chaleur, patientent à l'intérieur du bus. Le chauffeur affirme veiller au confort de ses passagers. Nous prenons grand soin des véhicules. Après chaque voyage, nous vérifions le bus, le moteur, les pneus et surtout la partie électrique par mesure de prudence. D'ailleurs, il suit scrupuleusement les règles édictées, pas de Versailles ni de surcharge. Avant, il y avait des encombrants, mais maintenant, nous avons tout enlevé pour respecter les règles du gouvernement. Je ne fais plus de surcharge. Même au garage biscuiterie, le discours est similaire. Ici, un chauffeur de bus en route pour Podor insiste sur l'importance de la sécurité. Nous effectuons l'entretien des bus chaque vendredi, ce qui nous permet de voyager l'esprit tranquille et de mettre les clients à l'aise. Les mesures sont strictes et nous devons les respecter.
liñ ci def si yoon bi lu ne dañuy am problème loolu moo tax instant yi ñu ngi jël suñu matukaay bu baax si yoon bi waaw. À Grand Dakar, au garage Casamance, l'ambiance est plus détendue. Ici, une usagère habituée des lieux se sent rassurée. Franchement, sincèrement, c'est au chauffeur de veiller au bon fonctionnement du bus. Pour ceux qui partent en Casamance, c'est à leur retour qu'ils devraient vérifier leur véhicule. Personnellement, je ne m'inquiète pas. J'ai l'habitude de faire ce trajet. Parce que vraiment, il y a des voyages, des bus, Malgré les tragédies passées, marquées par des accidents et bus calcinés, les chauffeurs semblent plus déterminés que jamais à garantir la sécurité de leurs passagers. Et pendant ce temps, Dakar Mobilité, concessionnaire du bus rapide transit, s'engage dans la préservation de l'environnement. Il a initié des actions de reboisement avec les communautés locales. L'objectif est d'améliorer leur cadre de vie et promouvoir le bien-être collectif. Mamadou Lamine Fatih et Germa Katmay. L'environnement, le cadre de vie et le bien-être de la population, des objectifs prioritaires pour l'opérateur Dakar Mobilité. Cheikh Yat Diouf, directeur général adjoint de Dakar Mobilité, souligne l'engagement de son entreprise dans la gestion de l'environnement. Nous avons investi sur des bus électriques pour exploiter le BRT de Dakar, donc 121 bus électriques qui aujourd'hui sont prévus d'être alimentés à terme avec une énergie solaire. Donc, ce sera le premier BRT 100% électrique et alimenté à 100% avec une énergie propre. Nous exploitons également des infrastructures, notamment les stations qui sont alimentées avec des panneaux photovoltaïques. Donc c'est dire en fait qu'aujourd'hui, la mission nourrie par Dakar Mobilité d'investir dans des actifs qui sont résilients vis-à-vis du changement climatique. Dakar Mobilité participe activement en collaborant étroitement avec les acteurs communautaires. Nous accompagnons les 14 communes, les 14 CLS mis en place dans chacune de ces communes en les dotant de matériel de nettoyage, mais également en finançant les opérations de reboisement. Donc c'est cet engagement que nous prenons. Nous allons dérouler ce programme sur les 2 semaines à venir. Donc ce premier week-end, nous lançons les opérations sur les premières communes, donc Dieuppeul, Sacré-Cœur, à Grand Dakar également, mais nous poursuivons en fait ces actions sur les 2 semaines à venir. Omar Laili, président du comité local Sunu BRT de Wakina Nimzat, partage cette vision en favorisant un lien permanent avec les communautés. Cette approche vise à faciliter le dialogue et à renforcer la participation citoyenne. Comme Dakar Mobilité est notre partenaire qui nous accompagne dans les différentes activités. Donc la première activité, c'est le reboisement, donc qui consiste vraiment à faire un reboisement au niveau de la localité Kipikoko. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette journée de reboisement qui consiste à l'appel du chef de l'État pour un Sénégal vert. L'opérateur du BRT à travers Dakar Mobilité s'engage fermement aux côtés des populations pour la protection de l'environnement, dans l'objectif d'améliorer leur cadre de vie et leur bien-être. Et puis le comité technique et opérationnel du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal a procédé ce matin à l'évaluation de la première phase du programme. 128 communes en ont bénéficié depuis son lancement, et pour la deuxième phase, l'objectif est d'élargir les activités avec un financement additionnel de 70 milliards de francs CFA pour la période 2025-2026. Elisabeth Tin et Mafalfal. Après 5 ans d'existence, l'heure est à l'évaluation des activités du projet PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Intervient dans 128 communes depuis son lancement en 2018. De cette réunion aujourd'hui du comité technique opérationnel du PACASEN, c'est de procéder à l'évaluation des activités du PACASEN. Et il est important de souligner l'importance de ce projet structurant pour l'État du Sénégal en direction des collectivités locales. Au début du lancement du PACASEN, l'État avait sélectionné environ 128 collectivités locales
dans lesquels des appuis financiers conséquents ont été fournis pour permettre le développement des infrastructures, notamment l'érection de centres de santé, des écoles et pas mal d'autres investissements structurants pour les collectivités locales. Selon le docteur Mansour Fall, PACASEN a reçu un important financement additionnel. Objectif, élargir ses activités. Le PACASEN aujourd'hui, c'est un programme de 130 milliards de francs CFA avec un financement additionnel pour 2025-2026 de 70 milliards de francs CFA. Et l'ensemble de ces efforts contribuent vraiment à permettre aux collectivités locales d'avoir leurs ressources financières conséquemment réévaluées pour leur permettre de prendre en charge les préoccupations des populations. C'est un peu l'objet de cette rencontre et également nous avons pour principal objectif de préparer la tenue du prochain comité de pilotage qui sera présidé par le ministre Moussa Bala Fofana. Le représentant de l'Association des départements du Sénégal a saisi l'occasion pour demander au comité technique du PACASEN de faire parvenir à l'État l'implication des départements dans la deuxième phase du projet PACASEN. Pas impacter les départements et que ce que nous demandons, c'est que sur la seconde phase du PACASEN, que les départements, donc les conseils départementaux soient concernés. Donc c'est l'occasion que nous saisissons donc, pour demander au directeur de cabinet d'être notre interprète auprès des autorités pour que les départements soient impliqués dans la seconde phase du PACASEN. Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal vise à impacter l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal dans ces 2 années additionnelles. À Sagata Jolof, les habitants de la commune dénoncent la volonté des autorités de confier la gestion de leur forage à la Société des eaux rurales et en guise de protestation, ils se sont opposés à la passation de services entre le comité de gestion du forage et les agents de la CEDER. Nale Diop et Serine Thiam pour plus de détails. Les habitants de Sagata Jolof arborant des brassards rouges ont organisé un sitting pour protester contre toute idée de confier la gestion de leur forage à la Société des eaux rurales. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec toutes les ASIFOR de la commune de Sagata Jolof afin d'interpeller le président de la République de notre désaccord de la SDR à qui l'on veut confier la gestion de l'eau dans notre forage. Nous demandons le maintien des ASIFOR qui depuis longtemps ont assuré la gestion de l'eau dans la commune de Sagata avec brio. Les protestataires sont opposés à la passation de services entre le comité de gestion du forage et des agents de la SDR. Notre forage dispose d'une gestion transparente qui nous permet d'acheter des pompes en cas de panne. Nous n'avons aucune difficulté. Le mètre cube est vendu à 200 francs contre 100 francs pour les périmètres maraîchers. Avec la SDR, les mosquées et les écoles vont prendre en charge leurs factures d'électricité. Nous sommes prêts à laisser nos vies, mais la gestion de l'eau ne sera jamais confiée à la SDR, une société méconnue. Les habitants de Sagata Jolof craignent une hausse des tarifs qui mettrait en danger les activités génératrices de revenus des femmes exploitant des périmètres maraîchers. La gestion du comité du forage nous garantit des activités génératrices de revenus pendant 12 mois. Nous, femmes de Sagata Jolof, nous sommes déterminées pour dire non. Selon les populations, le forage de Sagata Jolof, inauguré en 1981 par l'ancien président de la République Abdou Diouf, n'a jamais eu de difficulté pour couvrir ses dépenses de fonctionnement ou d'achat de pompes en cas de... Et à Kaffrine, les éleveurs se plaignent d'un manque d'eau pour le cheptel. D'après eux, sur les 200 forages disponibles, seuls 4 leur sont réservés, ce qui est insuffisant pour ces éleveurs qui disent avoir beaucoup de mal à trouver assez d'eau pour leur bétail. Une situation compliquée
En plus de la difficulté de trouver assez d'eau, le manque de pâturage et les conflits fréquents avec les agriculteurs. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse. Boubacar Fall Bob y a assisté pour nous. La difficulté de trouver des pâturages, une pénurie d'eau récurrente et des cas d'agression dont ils se disent parfois victimes ont été les raisons qui ont poussé les éleveurs de la région de Kaffrine à tenir un point de presse. Les feux de brousse sont nombreux et nous sommes confrontés également à une pénurie d'eau. Sur 200 forages dans la région de Kaffrine, seuls 4 sont réservés aux éleveurs. Nous demandons l'augmentation du nombre de forages. Au-delà de cette pénurie d'eau, des cas d'agression sont aussi à déplorer, selon eux. Un événement qui nous a tous secoués. Le meurtre de notre frère et ami Baran Hassan Sow dans une localité située dans le département de Malem Odar, dénommée Touba Guéyen. Cette situation n'est pas à sa première. L'année dernière, un berger du nord Omar Lawel s'est vu tout son troupeau empoisonné. Aucune sanction conséquente pour les auteurs. En 2022, un village Peul, Tchambo, situé à Kiren, a été totalement incendié. Juste des exemples parmi des centaines d'autres cas. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités de prendre des mesures pour endiguer cette situation. La meilleure solution, selon eux, ce n'est pas d'attendre la survenue des conflits, mais plutôt de les prévenir. Les autorités doivent prévenir les conflits. Les causes étant connues, il ne doit pas y avoir de difficultés pour trouver les solutions. Les éleveurs de la région de Kaffrine interpellent les nouvelles autorités, mais surtout le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, à qui ils demandent d'accorder la même attention dont bénéficie le secteur de l'agriculture à celui de l'élevage. Dans le cadre du programme de renforcement des plateformes multifonctionnelles, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a procédé à la remise d'un important lot de matériel. Ce programme, financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA, va contribuer à la transformation et la conservation des produits locaux. Explication Babacar Seck. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement des plateformes multifonctionnelles, un important lot de matériel a été remis aux femmes qui s'activent dans la transformation des produits locaux par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Pourquoi moi, Proval me parle? Proval, non seulement au-delà du fait que Proval parle de développement, Proval parle de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, mais Proval aussi parle de l'entrepreneuriat féminin et de développement. Quand vous voyez ces deux bénéficiaires femmes qui ont montré, qui ont éprouvé avec une grande émotion, une grande satisfaction, l'intervention du gouvernement du Sénégal à booster la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, cela me dit et cela me motive et cela prouve davantage qu'on peut réussir le pari. Ce matériel va nettement améliorer le travail des unités de transformation et permettra la conservation des produits. Parce que vous savez que dans la commune de Kouroumaza, c'est une zone où il y a la production et aussi des fois il y a la surproduction à Kouroumaza. Donc nous avons jugé nécessaire de créer des unités de production pour pouvoir non seulement conserver les produits pour qu'ils puissent avoir une longue durée et aussi lutter pour la promotion de la femme et l'autonomisation de la femme et aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Donc Proval est venu avec le ministère de l'Agriculture d'abord nous donner un bâtiment parce que nous travaillons avec des normes hygiène qui étaient un peu moins et Proval nous a aidé à reconstruire l'unité de transformation. Et il nous a aussi aidé à faire des formations. Il nous a aussi aidé à avoir des matériels. Ce programme de Proval CV est financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA et concerne 103 plateformes multifonctionnelles dans 8 régions du Sénégal. À Kayar, les pêcheurs nettoient les fonds marins. Pêcheurs et plongeurs sont parvenus à en sortir des quantités importantes de déchets. Il s'agit de filets de pêche et divers ordures. Une pollution marine du fait de l'action de l'homme. L'opération entre dans le cadre de la politique de salubrité initiée par les autorités étatiques. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall.
Le conseil local de la pêche artisanale de Kayar à la traque des déchets fonds marins. Dès les premières heures de la matinée, une équipe composée de pêcheurs et de plongeurs a quitté le quai de pêche pour ne revenir que dans l'après-midi. La pêche est bonne même si les moyens sont limités. Vous avez vu même constater qu'il y a beaucoup de déchets qui étaient dans le sous-marin. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons mobilisé des pirogues et des non-vedettes de surveillance pour aller avec les plongeurs récupérer ces déchets qui sont dans les roches, qui empêchent aussi les poissons de vivre correctement. Des filets et autres matériels extirpés des eaux marines, l'action de l'homme pointée du doigt. Tout le monde sait que la mer n'est pas une poubelle d'abord, mais on a bel et bien constaté qu'il y a beaucoup de déchets dans les eaux, mais on n'a pas eu assez de matériel pour récupérer ces déchets. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal. L'écosystème marin est très menacé par des déchets, la majeure partie venant des pêcheurs aussi. L'association des plongeurs a été d'un apport significatif pour les acteurs du CLPA, mais le métier est peu considéré. On est content, on est fiers de venir ici à Kayar. On vient de demander plus de considération parce que depuis les années 60, la plongée a été épinglée par une côte dans le code de la pêche. Parce que ça a été pêche sportive que les Européens amenaient ici et ça a été limité. Aujourd'hui, ça devient un gagne-pain. Et c'est pourquoi nous venons de demander à l'État de nous reconnaître. Après la plage, le comité local de pêche artisanale de Kayar part en croisade contre les déchets en fond de mer. Une opération que Morbeng et ses camarades de Et en bref, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a pris la décision de dissoudre la Commission nationale du dialogue des territoires. Elle était logée à la présidence de la République et dirigée par Benoît Sambou. Le chef de l'État informe que les ressources budgétaires, les biens, meubles, les archives et autres documents de l'entité dissoute seront transférés au secrétariat général de la présidence de la République. En sport, de la lutte étendue, le tambour-major Babungom est décédé ce matin à Gandiaï, dans la région de Kaolack, des suites d'une longue maladie. Avec sa disparition, la culture sénégalaise et le monde de la lutte perdent un batteur de tam-tam très talentueux. Babungom a marqué de son empreinte indélébile les arènes sénégalaises. Il était décrit comme un homme de grand talent et de vertu. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Bonne suite des programmes.